Mesdames et messieurs, le soir du 31 décembre, en présentant mes vœux aux Français, je leur ai dit mon intention de mettre en œuvre une politique de civilisation pour que la France soit l'âme de la nouvelle renaissance dont le monde a besoin. Je sais que cette politique de civilisation a suscité chez un grand nombre d'entre vous l'ombre d'interrogation. Eh bien, je suis heureux que cette rencontre me donne l'occasion d'y répondre, car il ne s'agit pas pour moi d'une formule de circonstance, mais d'une conviction profonde et d'un engagement fort. Cette conviction, je l'ai d'ailleurs exprimée durant la campagne présidentielle, et cet engagement, je l'ai pris devant les Français et j'ai bien l'intention de le tenir. J'ai été élu en promettant un changement en profondeur. J'ai été élu en promettant une véritable rupture avec les habitudes de pensée, avec les comportements, avec les idées du passé qui ont conduit notre pays. Il n'était quasiment plus possible d'évoquer valeurs dans le débat politique. Dans cette campagne, j'ai parlé de la vie, de la morale, de l'autorité, de l'identité, de la culture, de l'intégration, du civisme. Et j'ai parlé de la diversité. J'ai parlé de ce que nous voulons transmettre à nos enfants. J'ai dit la nécessité de leur faire aimer ce qui est grand, ce qui est beau. J'ai voulu remettre l'homme au cœur de la politique. Alors, si la politique n'exprime pas l'idée que nous faisons de l'homme, de sa liberté, de sa responsabilité, de sa vie un peu moins dure, quand la politique peut faire qu'il y ait un peu moins de violence, un peu moins d'injustice, un peu moins de misère, un peu moins de souffrance, si la politique n'est pas animée par le souci constant d'un idéal humain. Eh bien, la politique de civilisation, c'est la politique de la vie. Edgar Morin a dit que c'était une politique de l'homme. La politique de civilisation, c'est la politique qui est nécessaire quand il faut reconstruire des repères, des normes, des règles, des critères. Eh bien, ce n'est pas la première fois que cette nécessité s'impose dans notre pays. La nécessité de reconstruire des règles, des repères, des normes, s'est imposée dans notre pays à chaque fois qu'un grand choc politique, économique, technologique, scientifique est venu ébranler les certitudes intellectuelles, morales, les institutions, les modes de vie. Dieu sait que des certitudes, il y en avait. Ce fut le cas avec la Renaissance, qu'on doit défendre, et la modernité qu'on doit épouser. Comment aider le monde nouveau à naître et à s'organiser quand l'ancien n'a pas encore fini de se désagréger? Comment réhumaniser la société? Comment permettre à l'homme de reprendre le dessus? Comment mettre le changement indispensable au service de cet homme et comment s'approprier les nouveaux savoirs? Ce sont des questions éternelles auxquelles il convient que nous répondions aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il nous faut reconstruire notre rapport au temps et l'espace, notre rapport aux autres et à nous-mêmes, bouleversés par la globalisation, bouleversés par la technique, bouleversés par la science. Savoir qui nous sommes, c'est pas anecdotique de réfléchir à qui nous sommes. La moralisation, la solidarité, la convivialité, qui l'oppose au mot de notre temps, qui est défini comme l'isolement, le cloisonnement, l'anonymat, la dégradation de la qualité de vie, l'irresponsabilité. Eh bien, ces objectifs, je les fais bien. Après des décennies de réformes différées, de réformes manquées, après des décennies de pensée unique qui leur été si confortable de continuer, de conservatisme, de chômage de masse, de relâchement dans le lien social, de recul de la promotion sociale, de stagnation des salaires, de dévalorisation du travail, de déficit et d'endettement, l'urgence est partout. Pour m'éloigner des problèmes de la vie quotidienne, ou pour faire oublier les difficultés qui assaillent les Français, qui seraient tellement compliquées à résoudre, mais au contraire, je veux y revenir. Mais je veux y revenir en nous donnant des chances de gagner, pas en faisant comme les autres pour échouer.
Parce que c'est quand même ça. Si les autres ont échoué, c'est pas parce qu'ils étaient plus mauvais, c'est parce que la stratégie n'était pas la bonne. Et nous voulons épouser une autre stratégie, portée par un projet de civilisation, justement parce que nous voulons réussir. Alors bien sûr, c'est l'environnement, la santé, l'urbanisme, l'architecture, l'école, la protection sociale, la revalorisation du travail. Mais regardez, croyons-nous que la maladie d'Alzheimer, la dépendance, la dépression, le malaise des banlieues, l'intégration ou le chômage des jeunes ne sont pas des problèmes posés à notre civilisation et qui exigent autre chose pour être résolus que quelques mesures de gestion ou quelques crédits supplémentaires? Qui peut penser que si on met 3% de plus ici, on va résoudre ces problèmes? Qui osera le dire comme ça aux Français? Alors que ça fait 30 ans qu'on fait comme ça et que ça ne marche pas. Et qui peut me demander de conduire avec le gouvernement de François Fillon la même politique? Monsieur le Président, encore quelques crédits supplémentaires. Pour quel résultat? Aussi peu que les autres? Les autres n'ont pas échoué parce qu'ils étaient de gauche, parce qu'ils étaient de droite, parce qu'ils n'avaient pas de talent. Ils avaient du talent, ils avaient des convictions, et ça n'a pas marché. J'ai été élu pour que ça marche. Donc il ne faut pas m'en vouloir de vouloir une autre stratégie. Parce que j'essaye avec cela de nous donner des marges qui n'existaient pas pour les autres. Alors croyons-nous que la révolution numérique ou celle des biotechnologies n'appelle pas une transformation de la civilisation? Croyons-nous que la civilisation peut sortir indemne des dérives du capitalisme financier ou du réchauffement climatique, et qui ne voit que la culture commune ou la morale partagée qui nous permet de nous parler, de nous comprendre, voire, mesdames et messieurs, de nous supporter? La politique de civilisation, elle s'exprimera d'abord dans la volonté de faire de notre démocratie une démocratie irréprochable. Grâce à la réforme de nos institutions que je souhaite ambitieuse, inspirée qu'elle est par les travaux de la commission présidée par Yvan Balladur, il faut cesser de parler d'un meilleur équilibre du pouvoir et décider de revaloriser le rôle du Parlement. Et le rôle du Parlement sera revalorisé par des initiatives très importantes que nous prendrons sur l'ordre du jour. On n'a jamais vu un Parlement qui gagne de l'autonomie et du pouvoir sans pouvoir maîtriser une large part de son ordre du jour. Et en donnant aux citoyens des libertés nouvelles. Mais s'en tenir à la seule modernisation des règles et des procédures ne sera pas suffisant. Il me semble que le moment est venu d'ajouter aux droits fondamentaux qui forment le socle de notre République les nouveaux droits que notre époque appelle. Après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, après le préambule de 1946 sur les droits sociaux, elle l'a accepté. Je lui en suis infiniment reconnaissant, car nul n'était plus qualifié qu'elle pour accomplir une tâche aussi délicate et aussi fondamentale. Il s'agit que sur les points des hommes. Peut-être que depuis 60 ans, il s'est passé suffisamment de choses pour qu'on écrive ces nouveaux droits de la mesure de nos performances collectives. Car si nous restons prisonniers de la vision restrictive du PNB, nous ne pouvons pas espérer changer nos comportements et c'est un autre type de croissance. Il faut changer notre instrument de mesure de la croissance. Là encore, la France veut donner des croissantes qui s'éprouvent dans leur vie quotidienne. Ça mine la confiance, car plus personne ne croit dans les statistiques. Il ne faut pas se tromper sur ce que nous avons voulu faire avec François Fillon et Jean-Luc Braun. Le Grenelle de l'environnement, c'est un tournant politique majeur. Ce n'est pas une opération de communication. Le Grenelle de l'environnement sera respecté scrupuleusement. Il en va de la crédibilité de l'État et de la politique. En 2000, il s'agit d'aller au fond des choses, c'est-à-dire de s'occuper de ce que l'on veut enseigner à nos enfants, de ce qu'on veut leur transmettre comme connaissance, comme valeur, comme culture, bref, de fixer quel idéal humain nous voulons leur proposer, et d'organiser les études, les programmes, les rythmes, la formation des enseignants pour y parvenir. Ce n'est faire insulte à personne. Les enseignants sont en plus victimes que coupables de cette affaire. Mais un état délabrement. Eh bien, nous devons refaire des universités où on a envie d'étudier, où on a les moyens d'étudier. Nous devons faire des campus qui soient des lieux de convivialité et d'effervescence intellectuelle. Nous devons offrir à nos étudiants un cadre et des conditions de vie
à la hauteur de l'idée que nous faisons de la place du savoir dans notre civilisation. Et en 2008, nous sélectionnerons les 10 premiers grands projets de rénovation universitaire qui témoigneront de l'ambition de notre politique dans ce domaine. Parce que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas un gouvernement qui dit non, vraiment, l'université, c'est pas ma priorité. Ils disent tous ça. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Son avis. Alors on va sortir de l'immobilisme, sortir de la société des avantages acquis et des rentes de situation. Touche pas à mon avantage. Ça vient et change tout. Comment on fait? Je veux que la rupture permette à qui l'État donnera le droit à une formation, devoir respecter des devoirs. Pas de droit, sans devoir. Les politiques majeures. Eh bien, je voudrais que nous apportions à cette question une réponse française. Quelle est la ville dans laquelle nous voulons vivre? Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé la réflexion sur le Grand Paris. Je veux dire par là la grande métropole que constitue l'agglomération parisienne, qui doit être considérée dans sa globalité, parce que l'agglomération parisienne forme un tout. Cette réflexion ne doit pas être engagée d'abord sous l'angle des institutions, sous l'angle de la gouvernance, mais pardon peut-être de vous surprendre, mais sur l'angle de l'urbanisme, sous l'angle de l'architecture, de la sociabilité, de la convivialité, de la qualité de vie, de la place de l'homme dans la ville. Je veux faire de ce chantier laboratoire de la modernité humaine. Je veux qu'il soit l'occasion de remettre la France au premier rang en matière d'urbanisme et d'architecture. L'urbanisme et l'architecture sont des leviers profonds d'une politique de civilisation. On n'en parle jamais. Reprenez les débats des 30 dernières années politiques en France, jamais il est question d'architecture dans la politique ou d'urbanisme. Je vais... Moi, il y avait une attente. D'abord, bien sûr, dans la réorganisation de l'audiovisuel extérieur, qui est devenue, Christina Balen et Bernard Kouchner ne me démentiront pas, absolument nécessaire. Il une véritable révolution culturelle dans le service public de la télévision. Le service public existe parce qu'il a une mission particulière. Selon la même logique que les chaînes privées, alors on ne voit pas très bien. D'ailleurs, on ne voit vraiment pas très bien. Pourquoi? Il craint que le public, pardon, c'est très original ce que je dis, mais je le pense. Le service public, son exigence, son critère, c'est la qualité. Sa vocation, c'est d'offrir au plus grand nombre un accès à la culture, c'est de favoriser la création française. Je ne veux pas dire que la télévision publique peut être élitiste ou ennuyeuse, comme des maniaques. Mais seulement qu'elle ne peut pas fonctionner, la télévision publique, selon des critères purement mercantiles. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques qui pourrait être financée par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication comme l'accès à l'Internet ou la téléphonie mobile. Voici une révolution qui, en changeant le modèle économique de la télévision publique, changera du tout au tout la donne de la politique culturelle dans la société de communication qui est la nôtre. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut changer, on veut continuer. Je veux changer. Et je changerai sans tabou. Et nous aurons des résultats. Et nous assumerons les conséquences que ce soit stratégique. Que je ne pense pas. Mais je vous vois si heureux. Si pas les commentaires qui sont les vôtres, je me suis dit c'est inutile de représenter des vœux, enfin quand même à la fin je pouvais vous dire, malgré tout, ils sont sincères. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on organise les questions. Non, on n'organise pas du tout. Je vais essayer de m'adapter. Oui. Monsieur le Président, Mireille Lemarestier, France Info, je suis la présidente de l'association La Presse présidentielle. Et auparavant, ce rendez-vous permettait au président ou à la présidente de la presse présidentielle de présenter ses vœux au chef de l'État. Donc je présente tous les vœux, santé, amour et réussite pour vous et pour les Français. Voilà.
Alors, monsieur le Président. J'imagine que vous avez réfléchi à l'ordre de présentation. Alors, parce que c'est un ordre qui est assez traditionnel dans notre pays. Oui, d'abord. Il me touche. Alors, monsieur le Président, la presse n'est pas en très bonne santé, elle a des problèmes économiques, elle a des problèmes aussi dans l'exercice de sa profession. 17 journalistes français ont été arrêtés dans le monde l'année dernière. Je veux simplement rappeler à nos confrères que 2 journalistes français sont actuellement en prison en Niger, et ceci depuis le 17 décembre, et ont lancé hier un appel au chef de l'État nigérien pour une clémence. Mais il y a aussi d'autres problèmes auxquels sont confrontés les journalistes en France, la protection des sources de l'information. Alors il y a eu, et je ne parle pas de votre mandat, mais il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, des perquisitions, des gardes à vue, des mises en examen. Et lors de la campagne électorale, le 12 avril dernier, dans une réponse à un questionnaire que vous avez adressé à Reporters sans frontières, vous déclariez « Je suis prêt à inscrire le droit de tous les journalistes à la protection de leurs sources dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à étendre à leur domicile les garanties prévues dans les locaux d'une entreprise de presse. » Alors ma question, Monsieur le Président, en ma qualité d'une association professionnelle de journalistes, donc, allez-vous prendre dans les semaines qui viennent une décision forte pour le respect de la protection des sources, l'un des piliers de la liberté de la presse? Et vous savez que la liberté de la presse, c'est l'un des piliers de la démocratie. Madame la Présidente, d'abord, s'agissant de la protection des sources, qu'elles soient dans les locaux professionnels ou dans le domicile privé, ma réponse c'est oui. Un journaliste digne de ce nom ne donne pas ses sources. Chacun doit le comprendre, doit l'accepter. Il m'arrive d'être mitigé sur le respect d'une certaine déontologie professionnelle de certains de vos confrères. Je ne l'ai jamais caché et je l'assume. Mais de la même façon qu'au moment des caricatures du prophète, j'ai pensé que ce n'était pas très habile, mais je préfère les excès de caricature à l'absence de caricature. Je préfère les excès de la presse à l'absence de la presse. Donc la réponse est très précise, en 2008, on fera ce qu'il faut. Deuxième élément. Un certain nombre de vos confrères ont été emprisonnés ou sont encore emprisonnés. J'appelle quand même certains d'entre vous à être raisonnables et prudents. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit enfreindre la loi. Je ne veux pas compliquer certaines situations d'aujourd'hui, mais vous savez parfaitement à quoi je fais allusion. Et j'ai moi-même été chercher certains de vos confrères, notamment N'Djamena. Ça ne m'en a pas valu une reconnaissance éternelle, mais j'ai été les chercher et on les a ramenés à la maison. Mais par moments, j'aimerais que certains soient prudents, parce que nous sommes obligés de prendre des risques pour aller chercher certains confrères qui ont pris des risques qui n'avaient rien à voir avec l'idéal de leur métier, qui était simplement dû à certaines légèretés. Enfin, je voudrais vous dire une chose. Je ne partage pas l'analyse de nombre d'entre vous sur les problèmes de la presse. Nombre d'entre vous pensent que les problèmes de la presse sont dus à une excessive concentration. C'est parfaitement inexact. Les problèmes de la presse sont dus à deux choses. Une sous-capitalisation qui ne permet pas aux organes de presse d'investir. Et une deuxième chose qui est la plus importante, c'est une distribution qui ne fonctionne pas. Je suis désolé, vous me fâchez certainement avec tel ou tel, mais le premier problème de la presse en France, c'est la distribution. Je pense en presse écrite. Voilà. Le journal aujourd'hui n'est plus accessible. Il y a de moins en moins de kiosques. Le portage coûte une fortune. Une fortune. Et lorsque j'étais étudiant, il suffisait pour le métro tendre le bras pour avoir son journal. Aujourd'hui, millions d'habitants de nos pays sont obligés de faire un détour pour acheter le journal. Ce qu'il convient de conduire, c'est un plan de modernisation et de distribution de la presse. Le gouvernement de M. Fillon est prêt à aller très loin sur le sujet. Et ça me paraîtrait beaucoup plus intelligent que les grandes déclarations un peu ridicules auxquelles nous avons assisté récemment sur la propriété de tel ou tel de vos confrères. Je veux dire des journaux. Voilà. Que des gens qui ont des moyens investissent dans un journal, c'est une très bonne nouvelle. Bon. Et on ne peut pas dire la presse est une industrie et refuser
d'avoir des actionnaires pour financer cette industrie. Et on ne peut pas demander à des propriétaires de journaux de n'avoir comme seule ambition que de perdre de l'argent. C'est absurde, il faut réfléchir un petit peu. Je ne vois pas pourquoi ça nuit à l'indépendance. Ce qui nuit à l'indépendance, c'est qu'on ne puisse plus acheter son journal parce qu'il n'y a plus d'endroit où on le vend. Ça nuit. Qu'on ne peut pas se faire du portage parce qu'un grand nombre de vos confrères n'ont pas les moyens de faire le portage. Ça nuit. Et vraiment, le gouvernement, n'est-ce pas Christine, est tout à fait prêt à engager une concertation avec vous pour voir comment on... Président, bonjour, Roselyne France 24, je vous présente mes vœux. Alors il y a la politique, la vie politique, vous nous en avez parlé, et il y a la vie privée. Et effectivement, quand on est chef de l'État, eh bien, les deux se rejoignent. Donc c'est vrai que tous les Français se posent cette question, même le monde entier. On voit l'Inde qui se pose des questions protocolaires. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Roselyne Fèvre, le monde entier est suspendu à cette question extraordinaire. Non, c'est de votre côté sentimental, et après tout, je tue aussi le mariage. Écoutez, comment vous répondre? Vous savez, le président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. Il n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique. Celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Et Roselyne Fèvre, faut-il que vous-même et vos confrères vous me fassiez confiance pour me poser des questions que vous n'auriez jamais posées à un seul de mes prédécesseurs alors que vous saviez. Quand je dis Roselyne Fèvre, pas vous, trop jeune bien sûr, votre vie politique a commencé il y a 8 mois avec moi, tout bien tout honneur, mais enfin quand même. Et c'est très satisfaisant pour moi, la France évolue. Voilà que ce qui était recouvert d'une chape de plomb pour un de mes prédécesseurs, que je ne me permets pas de juger, chacun sa vie, la vie si difficile et si douloureuse. Voilà que son voyage à lui, il est vrai que c'était pas Luxor, c'était à Soin. Au moins 200 km de distance. Avec avion présidentiel et différentes familles. Tout le monde savait. Personne ne parle. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de nous au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai lu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles, je n'ai jamais lu tout. Pour écrire de bonnes choses. Comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je ne l'aurais pas voulu. J'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloignés des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de la Cour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions en France. Voilà. Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et d'assumer quoi? En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Et bien très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, extraordinaire, de visiter les pyramides. À l'aise originale. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. J'ai raison, c'est du sérieux, mais c'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous la preniez quand ça sera déjà fait. Monsieur le Président. C'est une réponse. C'est pas une menace. Je précise que je réponds à notre nom à tous les deux. Parce que je m'étais dit, peut-être que vous poseriez la question. Monsieur le Président, lors de vos vœux le 31 décembre, vous avez évoqué des erreurs, terme rare à ces circonstances. Est-ce que vous pouvez développer justement et évoquer plus explicitement les quelques erreurs que vous pensez avoir pu commettre depuis votre élection? Honnêtement, c'est pas le but de la conférence de presse quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites c'est rare, j'évoque les erreurs. Ah bon? Franchement, je fais de la politique depuis 30 ans, je crois être celui qui a le plus souvent reconnu que j'ai perdu. J'ai reconnu que j'avais fait des erreurs quand j'ai perdu, en 99, en 95. Est-ce que depuis 8 mois, il y a des choses qu'on a loupées, qu'on a ratées? Oui, j'aurais voulu qu'on aille plus vite sur un certain nombre de sujets. Prends un exemple. Je parlais de l'immigration tout à l'heure. C'est moi-même qui avais dit à Brice de ne pas aller jusqu'au bout de la politique des quotas. Mais je pense que c'était une erreur. Car une politique, il faut la décliner dans son intégralité. Je pense aussi que sur un certain nombre de choix économiques, c'est toujours une erreur de jouer petit bras. Quand on choisit une stratégie, c'est noir. Par le poids de l'administration des habitudes. Il n'y a pas les moyens, il ne faut pas faire. Je pense notamment à la question de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Voilà. Je pense qu'il fallait qu'on aille plus loin. Parce que ce n'est pas un calcul économique, un calcul comptable, c'est une volonté qui est la nôtre. Il n'y a aucune raison que vous payiez des impôts sur les intérêts que vous versez à votre banque quand même. En matière économique. Vous avez abordé tous les sujets? C'est le but quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pas vraiment. Non mais, si vous ne changez pas l'éducation, si vous ne changez pas la recherche, si vous ne changez pas l'université, si vous ne changez pas les sanctions, il faut tout changer en même temps. Et c'est pour cela qu'on est marche de manœuvre. Ça a changé. C'était pas toujours la même politique. Avec des gens qui disaient, qui ne faisaient pas. Je veux changer les choses. Et bien pour cela, fais un choix. Et le choix, c'est de jouer pleinement, le plus utilement possible ces 5 années. Et de m'interdire d'imaginer même la perspective d'un second quinquennat qui a tellement justifié l'inaction des premiers. Et d'ailleurs, si on regarde les choses, avec le recul historique, on voit que bien peu de choses ont été faites au moment du 2e mandat. Et ça, quelle que soit la qualité des personnes. 10, il faut le fixer. Voilà quelqu'un dont on a besoin, qui augmente des choses, qui est suffisamment respectable pour nous aider à convaincre l'Iran d'arrêter de danser au bord du gouffre. Et cette personne à qui on demande de faire ça, on refuse de le féliciter pour une élection dont on sait par ailleurs que cette élection... Monsieur le Président, Geneviève Bexinger, Radio France Internationale. Vous avez évoqué les quelques... Honnêtement. Alors, d'abord, hyper-présidence. Mais monsieur Guerrier, par des organismes privés, et une partie d'entre eux, je crois que ce n'est pas un secret, sont en sursis. Est-ce que, au fond, vous n'avez pas déjà changé la Constitution? Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir, et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée, qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Un homme cultivé comme vous, et une aussi grosse bêtise. Moi, issu de la monarchie? Ok.
Alors si la monarchie c'est l'élection, c'est plus la monarchie, M. Geoffrin? Ah non, excusez-moi M. Geoffrin, les mots ont un sens. Ils doivent l'avoir pour vous, sinon pour moi. Soit c'est une monarchie, donc c'est l'hérédité. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique de qui je suis l'héritier. Qui m'a mis... J'y viens. Mais quand ça fait mal, il ne faut pas protester tout de suite. Parce que ça se voit. Soit c'est l'élection, parce que là, c'est pas la monarchie. Je n'ai volé ma responsabilité à personne, M. Geoffrin. J'ai été élu démocratiquement. Bon. Ensuite, le pouvoir. Ben, il y a une constitution, M. Geoffrin. Parce que vous imaginez que le général de Gaulle ne disait pas à Michel Debré ou à ses premiers ministres ce qu'il souhaitait. Vous pensez que Valéry Giscard d'Estaing ne disait pas à ses premiers ministres ce qu'il souhaitait. Ça a même conduit au départ de Jacques Chirac. Et vous pensez, pour prendre un exemple... Je ne vous retournerai pas le compliment. Moi, je suis toujours très sensible aux gens en situation fragile. Hein? Ils sont pas en sursis, les ministres. Ils doivent travailler. En aucun cas, M. Geoffrin, je vous apprécie trop pour ça. Mais enfin, vous devez savoir ce que c'est que de travailler dans des conditions économiques difficiles. Vous devez savoir ce que c'est que la difficulté de trouver un lectorat en public, d'avoir la confiance de ceux qui vous élisent ou de ceux qui vous lisent. Les ministres travaillent, assument leurs responsabilités. À force d'annoncer un remaniement, un jour vous aurez raison. Ça c'est sûr qu'un jour il y en aura un. Mais pas maintenant. Nous sommes une équipe qui fonctionne parfaitement bien. Et je mets au défi quiconque de trouver un président de la République, un Premier ministre, qui accepte tant de débats au sein du gouvernement, sans aucune crispation, sans aucun problème. C'est quand même un peu fort de dire pouvoir personnel, autoritaire, quand Fadela, quand Rama, quand Bernard, quand les uns ou les autres, à un moment donné, ont exprimé des différences. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. C'est comme ça qu'on mène une équipe. Par la tolérance et par l'ouverture. Alors je sais bien que ça vous gêne, parce que l'ouverture, vous n'y croyez pas. Vous pensez que j'allais faire comme la gauche, c'est-à-dire un zeste d'ouverture. Moi j'ai demandé aux ministres de gauche de rester, des femmes et des hommes de gauche, et d'être d'accord sur un contrat de gouvernement pour avancer ensemble. Je respecte leurs différences, ils respectent la mienne, mais c'est bien éloigné de toute conception du pouvoir personnel. Où voyez-vous le pouvoir personnel? Mais évidemment, ça change, je prends mes responsabilités, je les assume. Et quand il y a une erreur, je paye. Je paye cash. Mais c'est ça la démocratie. Et dans toutes les démocraties au monde, ça existe comme ça. Et de surcroît, on va faire une réforme de la Constitution. Ça m'a évidemment, c'est pas la gauche qui fait, c'est vous. C'est là toute la différence. Monsieur le Président Laurent, vous reconnaissez hier soir encore à France Inter et à France Culture un génie qui disait que vous étiez un stratège génial. Stratège génial parce que vous aviez récupéré le Front National, éliminé la gauche, réduit le centre, etc. Mais il disait aussi, c'est curieux, il n'y a pas dans la politique de civilisation et la volonté de renaissance et de rupture de Nicolas Sarkozy, il ne suscite pas l'enthousiasme qu'ont suscité Léon Blum et le Front Populaire en 1936, De Gaulle en 1945 et Mitterrand en 1980. À votre avis, pourquoi il n'y a pas cet enthousiasme? Est-ce que c'est de votre faute ou est-ce que c'est de la nôtre? Non, soyons simples, de la faute, non. J'ai reçu Edgar Morin longuement hier, qui est un homme tout à fait remarquable, et si Edgar Morin dit stratège génial, écoutez, ça fait un bon début d'année 2008 quand même. Lui-même a été plus modéré quand il m'a vu. Il m'a dit, il y a 75% de ce que vous dites qui est bien, ce qui me laisse une marge de progression de 25%. Venu d'un homme comme Edgar Morin, c'est important. Mais l'enthousiasme, enfin, on parle de quoi? Du Blum qui a failli se faire lyncher? En son temps, vous croyez que Blum suscitait l'enthousiasme dans la sortie de sa voiture? D'ailleurs, pour moi, le Blum que j'admire, c'est pas le Blum de 36. C'est le Blum du Congrès de Tours. Voilà. Chacun peut avoir sa vision de l'histoire. C'est-à-dire le Blum qui, proprement génial, alors qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas les moyens de communication, imagine que le communisme
va devenir une dictature absolue. Il est génial authentiquement à ce moment-là, Blum. Par d'autres, je pense que Blum est un des grands hommes de notre histoire. Se même laisser aller chez Henri à en parler. Mais il est génial, en vain, parce qu'il joue. En développant un projet de politique de civilisation, plutôt qu'en leur donnant des choses concrètes sur le pouvoir d'achat. Je crois que c'est cela qu'ils attendent de vous, principalement en ce début d'année. Moi, j'observe que les sondages sont très positifs, sont décrits comme étant parfaitement relatifs, et quand il y en a un qui est moins positif, et encore, il devient la vérité et les prophètes. Très bien, de toute manière, le commentaire, personne ne peut l'empêcher. Je veux dire à Christine Claire, quand même, j'ai une certaine expérience de la vie politique, et je n'imagine pas passer 5 ans à 70% de popularité, c'est pas le but. Le but, c'est de faire des choses. Mais moi, je m'inscris en faux, et je vous dis, Christine Claire, pardon de le dire. Le pouvoir d'achat, c'est une attente, mais il n'y a pas que celle-là. Comme dit les préoccupations concrètes des Français, ce qu'on attend de l'école pour ses enfants, c'est une préoccupation concrète des Français. Pouvoir sortir dans la rue tranquillement, cher Michel Allemay, c'est une préoccupation concrète des Français. Ne pas avoir peur dans le métro, c'est une préoccupation concrète des Français. Avoir une politique d'immigration digne de ce nom, vous pensez que ce n'est pas une préoccupation concrète des Français? Avoir une ville où il fait bon vivre. Discuter de l'urbanisme et de l'architecture, c'est pas concret. Parler de l'hôpital, c'est pas concret. Mais comment voyez-vous le concret? Et d'ailleurs, s'il suffisait de ça, Christine Claire, comme tout le monde l'a fait et que ça n'a rien résolu, pourquoi voudriez-vous que je continue? S'agissant des augmentations du SMIC, s'il suffisait de l'augmenter pour qu'il n'y ait plus de chômeurs et davantage de pouvoir d'achat, on se demande pourquoi on en parle, puisque tout le monde l'a fait et que ça n'a pas marché. Mais vous pourriez aussi me dire, depuis que vous êtes président de la République et que le gouvernement de François Fillon. En fait, ils n'assumaient pas toujours leur responsabilité. Vous avez souvent affirmé votre volonté de voir réhabiliter la noblesse de l'action politique. En quoi le recours à un cabinet privé pour évaluer l'action des ministres du gouvernement est-elle compatible avec cette volonté que vous avez manifestée? Je précise bien que ma question porte sur le recours à un cabinet privé et non pas sur le principe même de l'évaluation. Merci. Mais je ne vois pas en quoi le recours à un cabinet privé plutôt que public ajoute ou retire ou discrédite les responsables politiques. C'est-à-dire que si nous estimons à un moment donné que pour évaluer non pas les ministres, mais les politiques publiques, il y a un cabinet de spécialistes, il faudrait que nous ne nous en servions pas avec l'euro d'argent au prétexte qu'il est privé. C'est quand même une drôle de conception du discrédit et de la France. On essaie de prendre avec François Fillon les meilleurs pour faire quelque chose de très difficile, qui est l'évaluation d'une politique publique. Et si dans un cabinet privé, il y a des spécialistes qui veulent nous aider, mais pourquoi on ne s'en servirait pas? C'est quand même curieux. Alors qu'est-ce qui vous gêne? Que ça soit privé ou que ça soit évalué? Ça ne me gêne pas que ça soit privé, c'est mon devoir d'évaluer. Voilà ma réponse. Georges Plus, quand on parle d'évaluation, comment vous évaluez votre propre bilan de ces premiers mois à l'Élysée? Écoutez, c'est vraiment pas à moi, Vanessa Schneider, de répondre à cette question. Elle serait parfaitement déplacée. Je vois que tous les jours je suis évalué, et je considère que c'est tout à fait normal. Tous les jours je suis critiqué, et si on ne veut pas être critiqué, on fait un autre métier que le mien. Est-ce que vous êtes satisfait de ces premiers mois à l'Élysée? Ça vous donne le sentiment de vous déprimer. Franchement, je vais vous dire une chose, je suis passionné par ce que je fais, j'essaie de faire le mieux possible, je m'engage de toute mon âme, de toutes mes forces, je ne suis avare d'aucun de mes sentiments, j'essaie d'être à la hauteur des responsabilités que les Français m'ont confiées, je le fais sans aucun état d'âme puisque j'essaie d'être sincère à chaque minute de mes prises de parole. J'ai dit que je ne mentirais pas, c'est quelque chose que j'ai profondément chevillé au cœur. Je veux dire, est-ce que je suis à l'aise avec ce qu'on a fait? La réponse est oui, mais d'ailleurs, si j'étais pas à l'aise avec ce qu'on avait fait, pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi? L'authenticité se lit sur mon visage, je ne triche pas.
Je ne truque pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique, personne ne m'a pris le doigt dans le pot de confiture du mensonge. On peut être en désaccord avec ce que je fais, on peut ne pas m'aimer, c'est tout à fait compréhensible, acceptable, normal, c'est la démocratie. Personne ne peut dire que j'ai menti, que j'ai travesti. Ce que nous mettons en œuvre avec François Fillon, c'est ce que nous avions dit. Je n'ai pas menti pendant la campagne, je n'ai pas menti depuis la campagne, et j'assume. Je comprends que c'est curieux en France, parce qu'on n'assume pas quand on fait partie des élites françaises en général. C'est même la marque de fabrique. On se réfugie derrière pensée unique. Allez, tous comme des moutons pensent la même chose au même moment. J'essaie d'assumer. Voilà. Alors, je ne suis pas satisfait, Vanessa Schröder, parce que je vois bien l'immensité de ce qui reste à faire, de ce que nous avons à faire, de ce qu'il reste à construire. Mais en même temps, bon, je suis à l'aise avec ce qu'on a fait. Bon, ce qu'on a fait, en bien ou en mal, on a voulu le faire. Donc si c'est une erreur, elle était volontaire. Je voudrais vous dire sur l'affichage de la vie privée, j'ai bien compris que ça vous gênait, donc par conséquent, vous n'en verrez plus de reporters de BFM TV pour me suivre partout où je vais de telle ou telle télévision. Donc on a progressé de ce point de vue-là. Puisque à tous ceux qui disent que j'en fais trop de ce point de vue-là, je voudrais rappeler que je n'ai donné aucune instruction à aucune rédaction d'envoyer force de reporters, de caméras, de photos, dans un but naturellement qui était simplement de transparence et qui ne consistait pas à améliorer les ventes de son propre organe de presse. Pas sûr. S'agissant du salaire, les choses sont parfaitement claires. De quoi s'agit-il? Quand je suis arrivé président de la République, on m'a dit vous devez fixer votre salaire. Ah bon? Je dis pourquoi je fixe mon salaire? Non, il doit y avoir une règle. Non, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle, vous faites exactement ce que vous voulez, et puis si vous avez des retraites, vous pouvez, à la différence de tous les Français, cumuler vos retraites et votre salaire. Donc vous le fixez. J'ai dit non, je ne le fixe pas. Parce que c'est pas moi de le fixer. Le seul salaire dans la fonction publique qui n'était pas fixé par le Parlement et par la loi, c'était celui du président de la République. Est-ce que vous avez eu le courage et l'honnêteté de le dire? Est-ce qu'on considère que c'est normal? Est-ce qu'on a demandé à mes prédécesseurs ce qu'ils gagnaient et comment ils les gagnaient et comment avait été fixée leur rémunération? Je suis le seul à avoir décidé que la Cour des comptes contrôlerait le budget de l'Élysée. Personne ne l'avait fait avant moi. Personne. Je suis le seul à demander au Parlement de fixer mon salaire. Personne ne l'avait fait avant moi. Le président le fixait. Le Parlement a fixé le salaire. Majorité comme opposition, d'accord sur ce point-là. Le Parlement a fixé le salaire du président de la République au niveau de celui du Premier ministre. Est-ce que quelqu'un s'est avisé de dire que c'est choquant ce que gagne le Premier ministre? Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est choquant que le président de la République gagne ce que gagne le Premier ministre? Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est choquant que le président de la République ait son salaire fixé par la majorité et l'opposition dans un vote transparent au Parlement? Et de surcroît, j'ai moi-même demandé à ce que désormais le président de la République ne puisse cumuler retraite et salaire. Et si vous voulez une confidence, à l'arrivée, ça me fait un peu moins que ce que gagnait mon prédécesseur en cumulant retraite et salaire. Voici ma réponse. Parce que je trouve que la malhonnêteté, pas la vôtre, naturellement, mais la malhonnêteté a des limites. Ça s'appelle la transparence. Je suis un homme honnête. Je n'ai pas eu d'augmentation de mon salaire. Je gagne la même chose que gagnait mon prédécesseur. La différence, c'est que je gagne après un vote du Parlement qui me met au même salaire que le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire que ça s'appelle le populisme. De ceux qui ont dit que c'était 140% d'augmentation. On se demande d'ailleurs bien par rapport à quoi? Comme si quelqu'un peut s'imaginer qu'un président de la République se contentait de 7 000 € par mois avant moi. Enfin, s'agissant des déplacements et du fameux avion, qu'est-ce qu'on préfère? Que je me déplace auprès du contribuable français et que je fasse venir une seconde famille dans un autre avion du contribuable français? Ça ne me choquait pas. Et moi, je crois. Non, il se trouve qu'il n'y en avait pas. Il se trouve par ailleurs, j'ai vu que M. Huchon, très sympathique par ailleurs, disait que lui pouvait prendre sans problème l'avion libre. C'est vrai. Je ne le conteste pas. Il y a des problèmes de sécurité pour un chef de l'État qui fait que par ailleurs, le chef de l'État est suivi par sa sécurité, par un médecin, par un aide de camp qui est en liaison avec l'armée française pour la bombe atomique, qu'il est suivi par des transmetteurs
qui installent et qui permettent de savoir qu'il est en permanence joignable, qu'il est suivi par une dizaine de personnes et que c'est pas forcément très simple de mettre ces 10 personnes dans un charter pour Charmelchir. Voilà. Hein, mais j'ai un million avec vous, pourquoi pas, dans le même charter, pour être sûr que vous puissiez tout contrôler. Voilà. Ça n'a pas coûté un centime aux contribuables français. Et puis je vais vous dire autre chose. Moi j'assume. Là vous dites qu'il y a un malaise. Mais qu'est-ce que ça sent quand il n'y a pas de malaise? Alors il y a un malaise. Alors qu'est-ce que vous devriez dire pour tous ceux qui ont été battus? Je dois dire que certains qui ont voulu me donner des leçons de transparence sur la vie privée, presse étrangère. Merci, l'agence de presse allemande de la DPA. Monsieur le Président, vous avez... Ne faites pas ça. Laurent Geoffrin. Kommen Sie! Kommen Sie! Les coulisses, là. Les perches, désolé. Pas de perche. Pas de perche. Pas de perche. Monsieur le Président, on peut avoir un mot sur le Liban au moment où je vais déjeuner avec M. Al-Afri. Monsieur le Président. Je l'ai pas dans la poche, moi. Monsieur, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît.